plateau de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver et bienvenue sur notre plateau, votre plateau, j'allais dire Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité de la semaine. Et pour faire ce décryptage, je ne suis jamais seule, très souvent accompagnée des confrères journalistes avec des invités. Pour ce plateau d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Moussa Diallo. Il est docteur en économie, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion. Docteur Diallo, bonjour. Bonjour Fadima. Merci de vous rendre encore disponible sur ce plateau. C'est pas une première pour vous. Je suis très heureux d'être à votre compagnie. C'est mon troisième passage ici pour vraiment m'entretenir avec vous et éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Vraiment, je suis ravi d'être avec vous. Merci beaucoup. Notre deuxième invité sur ce plateau est Monsieur Moussa Tembine, journaliste chroniqueur à Joliba TV News. Il n'est plus à présenter. On dirait même que c'est un habitué. Il passe très souvent pour faire son décryptage sur ce plateau. Moussa, ça va? Oui, ça va. Merci encore pour tout va bien? Ça va, Dieu merci. Ça tient? On essaie de tenir. Les enquêtes, les reportages. Ouais, ça va. Et on est aussi, par la même occasion, très heureux de savoir que très prochainement, Joliba TV News va ouvrir ses portes. Bien sûr, après 6 mois de sanctions, nous avons dit donc nous allons reprendre le 30 juin. Déjà, les premiers signaux ont été déjà lâchés, mais comme il y a beaucoup d'entretiens, je profite sur ce plateau encore pour vous féliciter par rapport aux démarches que vous avez eues au sein de cette commission pour que, enfin, le retrait de la licence ne soit pas à l'ordre du jour. Donc, je profite de ce plateau encore remercier tous les membres de la commission, en l'occurrence le président de la Maison de la Presse, pour tous ces efforts consentis, surtout encore de Moussa sur le plateau. C'est bon signe. Le volume est bon. C'est vrai, je suis entourée des Moussa aujourd'hui sur ce plateau. Sans plus tarder, nous allons prendre notre sujet, nos dossiers. Notre premier sujet, il s'agit de la visite du 23 mai dernier du ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Moussa, la visite du ministre de la Défense à Kidal, il était très attendu à ce que je sache. Oui, bien sûr. Cette visite était très attendue, du moins que, comme nous l'avons l'habitude de vivre, cette ville fantôme qui a été récupérée par l'armée malienne, c'est toute cette ville qui a été sous occupation pendant des années, où même, nous savons quand les cadres maliens, les ministres ou les hautes personnalités devaient s'y rendre, il fallait d'abord demander non seulement l'approbation de l'armée Barkhane, ou bien demander encore ceux qui siégeaient là-bas, qui étaient les membres du MLA, après SEMA, comme on le disait. Et quand même, nos officiels ils se rendaient là-bas, c'était eux qui se chargeaient encore de la sécurité. Donc après la venue de cette transition, nous avons vu les démarches que ces officiels ont menées, afin que cette ville-là rejoigne encore la République, comme nous avons l'habitude de le dire. Pour cette fois-ci, depuis cette récupération, il était attendu que vraiment les officiels, comme on le dit, les chefs de l'État ou le ministre de la Défense puissent se rendre, parce qu'à un moment, il y avait tellement de bruit autour de cette récupération-là. D'autres disaient que la ville a été récupérée ou pas, parce que c'était le gouverneur seul qui était là-bas, pourquoi le président n'est pas. Mais après, nous avons vu, il y avait une visite de haut niveau qui était composée du ministre de la Santé, de l'Éducation. Il y avait quand même plusieurs ministres qui sont rendus. Voilà, la réconciliation, plusieurs ministres qui sont rendus. C'était juste lancer le top départ, même le ministre de la Sécurité. Comment encore réhabiliter pour que les enfants de Kida puissent retrouver l'école, comment la santé puisse améliorer. Il y a eu même des distributions de dons et tout. Mais en ce moment, c'était encore le président ou le ministre de la Défense qui était plus attendu. Et surtout le président, qui devait être quand même un symbole fort. Bon, pour d'autres même, il fallait même aller lors du 20 janvier ou bien le discours de fin d'année ou de l'indépendance, le président devait même peut-être le faire à Kidal, comme nous l'avons vu. Mais, comme je dis, ce n'est pas trop tard parce que les affaires militaires aussi, c'est un autre monde, parce que quand on récupère une ville comme ça, il y a tellement de choses à régler, puis c'est tellement stratégique pour ces gens du voyage. Donc, je pense que j'ai entendu le moment opportun, le ministre a été là-bas et puis ça a permis aussi encore de galvaniser les troupes, parce que quand un haut responsable de ce rang se rend sur le terrain, donc je pense que les éléments qui sont là-bas auront encore plus de courage pour s'engager encore pour la défense de la patrie. Je pense que cette visite, vraiment, elle devait se faire
Elle a pu se faire et puis ça a été vraiment très important. Et puis ça a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Parce que là, les gens ont vu les sites d'orpaillage qui étaient là-bas. Il y a beaucoup de choses donc ça a permis quand même que les gens puissent se faire l'idée. Pourquoi cette ville-là était pendant toutes ces années occupée, pourquoi l'armée malienne a été empêchée vraiment d'accéder à cette ville-là. Et je pense que vraiment, cette ville est à saluer. Et nous pensons que peut-être prochainement, peut-être c'est le président de la transition, comme on l'a dit, peut-être qu'il va se rendre là-bas, peut-être faire un discours encore historique, comme on a l'habitude de l'attendre. D'accord, merci beaucoup. La reconquête de Kidal, voilà cette reconquête qui a fait vraiment émerveiller tous les Maliens en novembre 2023. C'est vrai que les autorités, ils étaient tellement attendus. Le ministre de la Défense a pu pouvoir s'imprégner de tout ce qui se passe au sein de cette zone. Je pense que ça a été positif, Monsieur Dr Diallo. Oui, on ne peut plus positif, comme vient de le dire mon homonyme tout de suite. Cette reconquête de la ville de Kidal a eu lieu en novembre 2023, précisément le 14 novembre 2023, et nos forces sont rentrées dans la ville. Et cette reconquête s'est faite dans la foulée du retrait de la MINUSMA, parce qu'on sait que le retrait de la MINUSMA a donné lieu à un problème, surtout à la reprise des hostilités entre l'armée malienne et les mouvements armés de la CEMA, qui ne voulaient pas libérer les emprises, ou bien qui voulaient occuper les emprises de la MINUSMA. Ça a commencé par Ber, ensuite il y a eu Bourem, Léré, Anefis, partout il y a eu des combats, et l'armée malienne a fini par rentrer dans la ville de Kidal. Et après ça, on a vu un illustre enfant du Nord, et le général Gamou, qui a été nommé comme gouverneur, qui connaît très bien la région, qui a été nommé comme gouverneur. Et il est installé là-bas. Les chefs des services régionaux aussi, tous les chefs de services régionaux, ils sont installés parce qu'avant la reconquête, ces services régionaux étaient basés surtout à Gao. Voilà, donc maintenant, les services régionaux sont là-bas, histoire d'approcher l'administration des administrés pour les fournir les services sociaux de base. Donc, on a vu des délégations qui se sont succédées. Et la semaine dernière, le lundi passé, c'était le tour du ministre de la Défense qui est allé d'abord à rendre visite aux forces qui sont stationnées là-bas afin de les remonter moralement. Voilà. Ensuite, il a fait une visite des sites importants de la ville qu'on a vu, notamment les checkpoints, tout ça, pour s'assurer du dispositif sécuritaire. Et même les orpaillages, les sites d'orpaillage, parce qu'on a pu se rendre compte qu'il y a une économie de guerre qui s'est développée autour de la ville, ce qui fait que d'ailleurs on ne voulait pas que l'État malien mette la main sur cette ville-là. C'est-à-dire que c'était des mines d'or. Et on a vu des investissements dans la ville de Kidal à partir de l'exploitation de ce tort-là. On a vu des bâtiments, des immeubles qui commençaient à pousser déjà et qui appartenaient aux responsables des mouvements armés. Donc, c'est un symbolique fort. Après 10 ans d'occupation des groupes armés, et Kidal symbolisait la partition de fait du Mali. Et c'est ça qui a été brisé. Donc, nous osons espérer que la prochaine visite sera celle du président de la transition, qu'on vient de le dire, M. Terminé, qui va encore rehausser l'éclat, affirmer davantage la souveraineté du Mali sur cette partie de son territoire. Merci beaucoup. Mais il y a aussi des spécialistes qui disent que c'est même au-delà, c'est un message. C'est un message par rapport aux voisins qu'on connaît dans le Grand Nord là-bas, notamment l'Algérie. Parce que dernièrement, l'actualité, on sait bien qu'il y a eu un drone qui a été abattu par l'Algérie. Donc, avoir le ministre de la Défense sur place, quel message il peut envoyer directement à l'Algérie? Oui, c'est dire que désormais, le Mali ne serait pas comme avant, comme le Premier ministre Abdoulaye Maïga a l'habitude de dire à l'ONU. Chaque balle tirée serait une autre balle de retour. Donc c'est montrer que désormais le Mali est souverain. Nous n'avons plus besoin d'autorisation de qui que ce soit pour se rendre sur notre propre territoire. Et puis surtout pour l'Algérie aussi, parce que là, c'est une guerre économique qui est là, parce que l'Algérie quand même prospérait beaucoup et dans cette zone-là, parce qu'ils sont en allié avec ces bandits armés, comme on a l'habitude de dire. Donc à travers ça, l'or, le trafic, tout genre de trafic, c'est par cette bande-là que ça se passait. Oui. Donc, vu que déjà, le pays, comme on dit, les dirigeants ont la même mise, donc ça va fortement réduire ces trafics-là dans ces zones-là. Oui. Maintenant, même quand vous prenez par rapport aux trucs alimentaires et trucs, il y a beaucoup de choses qui se passaient entre l'Algérie et Kidal. Donc,
une fois que l'État s'installe, donc ce qui va fortement recruter sur l'Algérie. Donc c'est pour cela que l'Algérie voulait coûte et coûte que cet accord-là existe. Et je pense que c'est ça que les dirigeants ont vu clair, ont compris que le salut maintenant du Mali, il faut que nous arrivions maintenant à se débarrasser non seulement de cet accord et mettre fin quand même à cette cohabitation qui ne dit pas son nom, cette cohabitation fantôme qui existe entre nous et l'Algérie. C'est-à-dire c'est une cohabitation hypocrite, de l'hypocrisie que je dis, parce que là tu ris avec comme tu m'aimes, alors que tu m'aimes pas, parce que tu joues avec moi en dessous, tu appuies les ennemis qui veulent m'abattre. Donc, je pense que ils ont compris, ce sont des jeunes officiers, comme on l'a dit, qui ont fait le terrain, qui ont compris vraiment beaucoup de choses et qui sont donnés les moyens, qui sont dotés les moyens pour récupérer cette ville-là. Donc, le ministre de la Défense là-bas, c'est un message clair pour dire que désormais, mettez-vous en tête que désormais, le Mali ne serait pas comme le Mali d'avant. Nous serons là, nous allons veiller aux intérêts vraiment de la nation. Et cette souveraineté-là, nous allons l'assumer. Aucune portion de la terre, tant que nous sommes là, ne sera cédé à qui que ce soit. D'accord, merci beaucoup. Docteur Diallo, vous avez deux choses à rajouter par rapport à ça? Oui, bien sûr, parce que il y a lieu de se poser la question sur les motivations réelles de l'Algérie. On sait de tout temps, toutes les rébellions, toutes les négociations se sont passées chez eux là-bas, on le sait. Et même récemment, quand l'armée malienne est rentrée dans la ville de Kidal, l'Algérie a manifesté sa désapprobation, disant qu'elle n'a pas été consultée. Donc, il y a lieu de se poser la question, l'accord d'Alger, là, c'était fait pour l'Algérie ou bien c'était fait pour les Maliens? En ce que nous sachions, c'est pas un accord qui a été discuté entre les Maliens à Alger, on est sorti avec un bout de papier. En aucun moment, les délégations rebelles et les délégations gouvernementales ne se sont assis sur la même table et discuté. Donc, la mouture de l'accord est sortie de nulle part, on ne sait pas, de ceux qui parrainaient déjà les mouvements armés, et ça a été imposé à l'État du Mali qui était en état d'extrême faiblesse. Voilà, donc on l'a accepté, le couteau sous la gorge, mais c'est un accord comme ça, on ne peut pas l'appliquer dans un pays. Moi je le dis souvent, je le compare au traité de Versailles, toute proportion étant égale par ailleurs. J'ai dit, quand vous imposez un accord aussi injuste comme ça à un État, il faudra s'attendre à ce que l'État l'accepte, se prépare seulement pour encore reprendre les armes et le déchirer. C'est ce qui s'est passé avec l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Et c'est ce qui s'est passé avec le Mali. On l'a accepté parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et il fallait se préparer pour le déchirer. Sinon, cet accord-là, en l'appliquant intégralement, on courait tout droit vers la partition. Donc, que le ministre de la Défense soit là-bas, c'est vraiment la réaffirmation au plus haut niveau de l'État de la souveraineté du Mali sur cette partie de son territoire. D'accord, merci beaucoup. On va avancer sur notre deuxième sujet. On va sûrement, en développant cela, revenir là-dessus. Parce que il y a eu des annonces comme quoi il y aura des camps militaires, on va renforcer l'armée en termes d'équipement, c'est clair. Donc, on prend notre deuxième sujet. Il s'agit du plan d'action gouvernementale 2025-2026 présenté le 16 mai dernier au Conseil national de la transition par le PM, le colonel Abdoulaye Maïga. Le général plutôt, pardon. Le général, je suis restée encore un peu décalé, mais le général... on est en armée, on est s'amusant avec nos grades. Merci de me rattraper là-dessus. Ouais, ok. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons vu après 6 mois, le général Abdoulaye Maïga qui succède Choguel Maïga à la tête de la primature, un Maïga par un Maïga revient, qui vient avec... bon, Fanima, je sais que c'est... Bon, Fanima Maïga... Donc, qui revient avec un plan d'action. Contrairement à son successeur, comme nous l'avons dit, là, le plan d'action, elle est basé sur la lettre de cadrage du président, qui se base sur 8 axes, alors que son successeur et son prédécesseur avaient un plan d'action de 4 axes. Mais quand vous regardez presque dans ces plans d'action, sur le premier, avec Choguel Kokora Maïga, le premier axe c'était renforcer la sécurité, et je pense que c'est le même. Là aussi, par rapport aussi au nombre de recrues,
si le président plan d'action, c'était à peu près 12 000 hommes qu'on devait recruter, former, tout ça, et puis la population cible, comme vous l'avez vu. Donc là aussi, sur le renforcement de la sécurité, comme ils l'ont dit, parce que là aussi, on peut le comprendre, parce qu'avec la création des nouvelles régions, donc forcément, il faut des infrastructures militaires, parce que le pays est tellement vaste, avec cette lutte contre le terrorisme, le banditisme qui s'étend aujourd'hui. Maintenant, c'est de Kaï jusqu'à Kidal, parce qu'aujourd'hui, le Mali est en train d'être encerclé par ces soi-disant mouvements terroristes. Donc, il faut encore renforcer les infrastructures, comme je l'ai dit une fois de plus, sur l'étendue du territoire. Donc, il y a déjà Koutiala, Bougouni, Kita, Diema, qui devaient avoir des nouvelles infrastructures. Et puis, quand vous prenez le deuxième axe du plan d'action du chef du gouvernement, je pense qu'elle n'est pas encore sur les réformes politiques. Comme le deuxième acte de Choguel. Ça aussi, c'était les réformes politiques. Ça veut dire pour eux, aujourd'hui, il faut que les réformes s'imposent, les réformes politiques institutionnelles, pour que ça s'impose sur tout l'étendue du territoire. Donc, je pense que ces réformes aussi ont été engagées et ils ont beaucoup avancé aussi, hein, je pense, parce que là, il y a eu même le recensement déjà des agents de l'administration qui ont été lancés à Ségou avec le premier ministre Choguel en ce temps. Donc, à la tête, Ikassa qui a fait énormément d'efforts, mais comme on le dit, dans la gouvernance, c'est la continuité. Tu fais ce que tu peux. Celui qui vient là où tu t'es arrêté, les imperfections, il essaie de les corriger et ils avancent. Donc ça, c'était le deuxième axe, comme nous l'avons dit. Et puis maintenant, le troisième axe, quand vous prenez ça aussi, c'est satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Je pense que ça, c'est le troisième axe qui est dans son plan d'action. Quand vous prenez ça aussi, donc c'est à peu près les mêmes, parce que le troisième, ça, c'était la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Donc, je pense que quand vous prenez, c'est quand même ambitieux quand on parle de restitution des réserves stratégiques de 84 000 tonnes, de soutien agricole et de distribution de 261 406 tonnes d'intrants et de 28 400 tonnes de semences améliorées. L'aide alimentaire aussi s'évalue à peu près à 17 666 tonnes de céréales qui sera distribué aux populations vulnérables, et l'importation de à peu près 300 000 tonnes de riz, 200 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes de coton. Donc, je pense que là aussi, ce sont des trucs ambitieux. Maintenant, la question que nous posons, puisqu'il y a une économie sur le plateau qui est le beau, maintenant, est-ce que l'enveloppe que nous avons pourra nous permettre vraiment de supporter tout ça? Donc, quand vous prenez maintenant peut-être le quatrième axe de son plan d'action, ça c'est l'amélioration de la charte et de la carte sanitaire. Effectivement, aujourd'hui, nous avons ce problème-là, nos centres de santé aujourd'hui. Il faut que vraiment ils soient revus, parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a trop, les patients se plaignent. Surtout aujourd'hui, quand tu n'as pas d'argent, quand tu pars dans les trucs sanitaires publics, ça cause énormément de problèmes. Donc, je pense que ils ont dit qu'ils vont améliorer aujourd'hui la carte sanitaire avec la construction de 7 cliniques modulaires, donc 3 centrales à oxygène et un laboratoire médical P2, équipement des centres de santé en énergie solaire. Donc, ça veut dire, Fadima, jusqu'à présent, ton programme de courant là, à manière de là, donc, il y a le renforcement de l'assurance maladie obligatoire qui est la mot aussi. Mais c'est ça, parce qu'on parle de, quand on dit on va équiper quand même les trucs en solaire, donc ça veut dire que jusqu'à présent, cette question énergétique là, elle reste jusqu'à présent une épine dans le pied du gouvernement. L'axe 5, quand vous prenez ça, c'est l'amélioration du système éducatif. Donc, on aura la construction et la réhabilitation de 85 écoles fondamentales, 11 lycées, dont 2 d'excellence et formation de 5 188 apprenants dans des filières porteuses. Et là, moi, je pense que ça, c'est ce qui m'a un peu vraiment plu dans ça. Parce qu'aujourd'hui, le système éducatif malien, moi, je pense qu'on doit échanger. Non, 5e axe. C'est le 5e axe. Donc, parce que là, nous formons seulement que des chômeurs. Et aujourd'hui, le Mali est tellement riche en termes d'agriculture, de pêche, d'élevage. Et pourquoi ne pas orienter ces élèves-là vers ces écoles professionnelles-là, pour que à la sortie de ces études, on puisse avoir quand même des ingénieurs qui peuvent vraiment nous aider vraiment à développer le pays. Donc ça, c'était le 5e axe. Quand vous prenez maintenant le 6e, comme on a l'habitude de le dire, le 6e axe,
voilà, ça c'est l'apaisement du climat social. Et ça aussi c'était déjà dans le plan d'action de Shogel, je pense que ça c'était le 3e axe là-bas. Il y a un pacte social qui a été signé avec les syndicats dans ce sens. Dans ce sens, parce que dans le PAG des 4 axes de Shogel, là où c'était une priorité, parce que pour eux en ce moment, il fallait avoir un pacte social qu'on devait faire avec les syndicats pour que au moins les militaires qui se battaient sur le terrain, comme vous l'avez dit, parce qu'il y avait la récupération des Kidal, il y avait tellement de choses à faire, pour que au moins ces gens-là puissent se battre aisément sans que ça soit qu'au moment où ils se battent sur le terrain, voilà, les gens sont en train de faire des combats politiques. Donc, il y a l'apaisement du climat social qui est là, où là, on parle de mise en œuvre de 60 accords syndicaux suspendus. Donc, il y a ça. Donc, je pense que ça se trouve déjà dans l'autre axe que l'ancien Premier ministre avait. Et maintenant, quand vous prenez le 7e axe, ça c'est le renforcement de la diplomatie. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, nous avons une diplomatie forte, hein, comme on l'a dit, parce qu'aujourd'hui, la voix du Mali est entendue sur la scène internationale. Malgré que les défis sont plus isolés, nous avons notre propre plume. Donc, jusqu'à présent, je pense que c'est encore renforcer cette diplomatie-là pour que notre pays puisse être entendu et le pays soit ouvert encore sur le continent. Et surtout ici, dans leur proposition, ça c'est la proposition commune avec la Confédération des États de l'AES. Donc, ça veut dire conformer le Burkina, le Mali et le Niger. Donc, ça veut dire des intérêts de défense, puisque c'est sur ça même que ça a commencé, parce qu'aujourd'hui, nous avons un défi commun, qui est le terrorisme, qui est la sécurité. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Maintenant, je pense que dans ça, et puis comment mobiliser les fonds aussi. Donc, il faut qu'ils se retrouvent pour que vraiment ils puissent savoir comment former une défense commune. Mobiliser les fonds aussi, parce que ça aussi, on ne peut pas aller sans les fonds. Et il y a aussi, via des accords de promotion dans le cadre des organisations internationales aussi, ça c'était le 7e. Maintenant, le 8e axe, ça c'est l'axe où moi je me suis dit que bon, comment on a l'habitude de dire, est-ce que là, les Bambara ont dit succès là, parce que là, c'est les élections qui viennent en 8e position. Au moment où les politiques demandaient d'aller aux élections, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les élections n'est pas une fin en soi, comme on le dit, mais puisque c'est déjà dans le PAG, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ils pensent à organiser les élections. Maintenant, ceux qui disent qu'on ne veut pas d'élections, donc ça doit aussi leur ticket pour dire que ce pays-là ne peut pas aller sans les élections. Et là, on parle de collaboration avec l'autorité indépendante de gestion des élections, la mise à jour du cadre juridique électoral, et maintenant garantir la sécurité, la transparence du processus. Donc ça veut dire que, après tout ça maintenant, quand le pays sera stable, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand on aura une sécurité, que le pays sera stable, et que maintenant, sur le plan de la gouvernance, ça va. Maintenant, si tout est bon, maintenant on va se pencher sur la question électorale. Maintenant, comment assainir les fichiers électoraux avec le EJ. Mais là, moi, je me dis, bon, maintenant, puisque le EJ a déjà organisé les référendums, ça ne doit pas être un souci. Parce que déjà, celui qui a la tête même du EJ, c'est un professionnel qui a vraiment la connaissance de la chose. Donc, je pense que maintenant, tout ça va prendre fin avec l'organisation des élections, comme ils l'ont dit. Mais puisque c'est un léger report qui continue, maintenant, je pense que peut-être le Premier ministre va donner une date. Peut-être après, encore, la rédaction de la nouvelle charte qui va définir les modalités de création des nouvelles partis. Parce que là, il n'y a pas de parti politique. Là, on est dans un but, donc ça veut dire que tout le monde est citoyen. Simple comme Fadima, qui est quand même journaliste. Les politiques ont perdu les titres. Moi, j'ai quand même. Ils ont perdu leurs titres. Donc, en dépend de Madina qui a perdu, et Fadima, là, qui n'a pas perdu son titre de journaliste. Donc, ça veut dire que prochainement, maintenant, la nouvelle charte qui sera est proposée aux Maliens. Maintenant, comment ces nouvelles politiques, ces nouvelles partis-là seront créées. Maintenant, la charte va permettre aux Maliens de créer combien de partis. Donc, quand tout ça sera défini, je pense que là, on pourra parler maintenant d'élections. Et je pense que c'est un plan d'action qui est ambitieux, comme je l'ai dit, peut-être qui est réalisable selon l'enveloppe que nous contenons. Surtout, nous savons qu'aujourd'hui, pas la contrôle du docteur qui est ici, parce que nous savons qu'aujourd'hui, la dette intérieure aujourd'hui cause problème. Au moment où cette dette intérieure, on n'arrive même pas à la payer. Maintenant, au moment où on demande aussi aux contribuables aussi de contribuer, qui est normal, peut-être aux efforts de guerre du pays, la crise que nous traversons, au moment où les partenaires qui nous financent aujourd'hui, nous n'avons pas de partenaires privilégiés qui peuvent nous financer comme nous avons l'aide à l'aide publique qui est coupée pendant des années, au moment où nous bougeons sur nos profonds. Moi, je me dis, c'est un plan d'action qui est vraiment ambitieux, mais maintenant, ce qui cause problème, ça, c'est le financement.
D'accord, merci beaucoup Moussa pour ce décryptage-là. Je vais me tourner vers Dr Diallo. Qu'est-ce qu'il en pense de ce plan d'action gouvernemental et un petit peu son regard que peut avoir un docteur en économie là-dessus? En fait, j'ai écouté M. Tembinet qui a pris point par point les 8 axes prioritaires de ce plan d'action. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand on prend les 8 points, on voit que ça embrasse tous les domaines de la vie économique et sociale. Ça part de la sécurité en passant par le système éducatif, la santé, les réformes politiques, diplomatiques. Donc, ça embrasse tous les domaines de la vie économique et sociale. Maintenant, ce que les gens doivent savoir est un plan d'action gouvernemental ou bien une déclaration de politique générale du gouvernement, peu importe l'appellation qu'on le fait, c'est un document, un référentiel qui permet de canaliser l'action du gouvernement pour qu'il ne divague pas, pour qu'il ne pilote pas à vue. Voilà, en fait, c'est des objectifs, c'est des prévisions. Maintenant, pour ce qui est de la réalisation, il faudra mobiliser des moyens. Et comme il a dit tout de suite, nous sommes en guerre parce que pour tout facteur il faut prendre en compte, tenir en compte que ça fait plus de 10 ans que le Mali est en guerre. La guerre coûte excessivement cher. Ça aurait été certains pays, il y a beaucoup de volets sociaux là. Les gouvernements se déchargent carrément de ces volets pour se consacrer uniquement à la guerre. Donc la guerre coûte énormément cher. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes dedans. Maintenant, si notre gouvernement, le Premier ministre sort avec son plan d'action au gouvernement, nous pensons que c'est un référentiel. Et on ne peut pas le juger pour le moment. Il vient de le décliner. Et maintenant, la période qu'il a dit, c'est 2025-2026. Alors, il faudra attendre la fin de la période pour porter un jugement, pour faire le bilan de ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé. Et ce qui n'a pas été réalisé, ça ne l'a pas été. Pourquoi? Voilà, et tirer les forces, les faiblesses. Donc, c'est là qu'en ces moments qu'on pourra dire que c'est ambitieux. C'est ambitieux. Tout plan gouvernemental est ambitieux. Hein. Il n'est pas dit que le gouvernement va exécuter ça à 100%. Parce que l'exécution dépend aussi de la mobilisation des moyens pour le faire. Et par rapport aux moyens, comme il l'a dit, on sait que ce n'est pas pour anticiper sur le troisième point. Et la situation est un peu difficile. La situation est un peu difficile. Je sais que le gouvernement va exécuter les points qu'il pourra exécuter, mais s'attendre à ce que sur ces 1 année et demie, que tous ces points-là soient intégralement mis en œuvre, je ne crois pas que ce soit possible au regard de la situation du pays. Voilà, donc, tout de suite, dans la déclaration de Michel, il dit que c'est après que tous les points aient été satisfaits qu'on va parler d'élection. Non, c'est pas ça. On a cité les points, mais on n'a pas dit que les points sont cités dans l'ordre prioritaire. On n'a pas dit ça. Hein. Cela n'est pas dans le document. On a cité les 8 points. Docteur Diallo, on peut quand même le comprendre. Non, même vous si savez... Oui, mais voilà, mais ce que je veux faire savoir, et mettre les élections en 8e point ne veut pas dire qu'on aura fini d'abord d'éponger tous ces points-là, l'amélioration du système éducatif. Mais ça, c'est un peu vague quand on parle de l'amélioration du système éducatif. C'est quoi? Il y a eu les différents forums sur l'éducation. Est-ce que c'est ça qu'on va mettre en œuvre, les recommandations, ou bien c'est quoi? On a énoncé ici, ça c'est des principes qu'on a énoncés. Maintenant, les détails là viendront dans l'action gouvernementale à travers les décrets qu'on va prendre pour mettre tel ou tel point en œuvre. Donc, moi je ne crois pas qu'on ait mis l'organisation de l'élection. En fait, je ne pense pas que les points soient cités dans l'ordre hiérarchique d'exécution hiérarchique. Je ne l'ai pas compris comme ça. Pour moi, tous ces points-là, on peut travailler à l'organisation d'élections en même temps qu'on peut travailler sur la sécurité, c'est-à-dire l'ouverture des camps, tout ça. Il n'y a pas d'incompatibilité à mettre en œuvre concomitamment ces différents points. Non, la mise en œuvre concomitamment, on peut la comprendre. Qu'elle va se faire même peut-être là tout de suite en même temps que le point 1 sur le renforcement de la défense et de la sécurité. Mais en termes de priorité aujourd'hui,
c'est assez La priorité, évident c'est la que sécurité. Voilà. La priorité, La priorité, c'est les. Moi, je c'est me dis l'école peut-être aussi. chacun a sa. Pourquoi la priorité, la priorité, c'est la sécurité? Il y a beaucoup de partis du Mali aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller leur parler d'élection. Vous allez au fin fond du Massina, dans la région de Nara, tout ça. La préoccupation des peuples, c'est pas l'élection. C'est comment ils peuvent avoir la sécurité, aller cultiver dans leurs champs, aller à la foire hebdomadaire du village et pour écouler leurs produits. C'est ça. Ces histoires d'élections, de politique, ça c'est les Bamakois surtout. C'est surtout les Bamakois, nous qui sommes là, qui sont arc-boutés sur nos conforts, qui demandons ça. Mais vous allez dans la majorité du pays aujourd'hui, si vous parlez d'élection, ils vous demanderont de quoi vous parlez. Non, mais dans ce cas, voilà. vous voulez nous dire ici, même si vous ne voulez pas l'affirmer clairement, c'est que ce point 8 concernant ce n'est pas la priorité. La 8e priorité de ces PAG alors. Oui, ce n'est pas dire comme ça. Oui, mais de mon point de vue propre même, ce n'est pas la priorité. Pourquoi? Parce que vous allez organiser une élection. C'est des candidats qui vont aller faire campagne. Et on a vu ici, dans une histoire très très récente, un candidat de premier plan qui allait faire campagne, il a été enlevé et séquestré pendant plusieurs mois, sinon pendant plus d'une année. On a vu ça. Vous allez faire organiser les élections. C'est des équipes qui vont aller en campagne pendant que leur sécurité n'est pas assurée. Docteur Diallo, on est sur la même longueur. Donc, c'est tout simplement pour confirmer et réaffirmer ici, et à travers vos propos, vous êtes en train de le dire, comme quoi l'organisation des élections qui se retrouve au 8e plan, sur un plan qui a 8 points. Donc, ça veut dire que c'est pas une priorité. C'est clair. Moi, j'ai dit que ce n'est pas une priorité. On y va. Mais le fait que ça soit au 8e point ne veut pas dire, parce que les points ne sont pas cités dans l'ordre dans un ordre hiérarchique. C'est ce que je voulais dire. Oui, quoi. Mais quand on parle d'élection, l'organisation d'élections, des questions de fichiers électoraux, tout ça peuvent être réglées pendant ce temps. Ça peut être, ça fait partie aussi de l'élection, de l'organisation des élections. Je veux que mon homo comprend. Dans le plan d'action du gouvernement, quand on parle de axe 1, axe 2, axe 3, axe 4, ça veut dire qu'on cite les axes priorités du gouvernement. C'est-à-dire les axes dont le gouvernement pense qu'il est nécessaire d'y travailler rapidement. Donc je pense que c'est à travers ça que ces actes cette plan d'action est conçu. Quand vous prenez aujourd'hui la question de défense et sécurité, vous l'avez dit, c'est une priorité aujourd'hui pour les Maliens. C'est pour cela et se trouve en première position de l'action gouvernementale, comme les deux PAG, comme je l'ai dit, du Shogel comme du Mega. Parce que là, la sécurité, elle est une priorité. Quand vous prenez aujourd'hui les réformes institutionnelles et politiques, et institutionnelles comme les politiques et institutionnelles, c'est une priorité parce qu'il urge aujourd'hui de réformer aujourd'hui le système politique. Une nouvelle charte des partis politiques. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça se trouve dans l'axe 2. Quand on parle des réformes d'institutions et politiques, ça veut dire qu'elle urge, donc c'est une urgence. Donc moi je pense que aujourd'hui, quand vous parlez d'élection, l'élection ne peut pas venir en axe 2 tant qu'aujourd'hui il n'y a pas de réformes approfondies dans le secteur politique et tout. C'est pas possible. C'est clair. Donc c'est pas possible. Donc moi je pense que ce plan d'action, comme je l'ai dit, on vous l'avait dit, hein, il peut y avoir des élections, et puis ce n'est même pas forcément qu'il urge de toutes ces recommandations. Mais quand vous prenez aujourd'hui, vous l'avez dit, le plateau sanitaire, aujourd'hui, c'est une urgence aujourd'hui, pour qu'elle puisse y avoir. Le système éducatif, tout est une urgence. Tout est une urgence. Mais parmi les urgences, il y a d'autres urgences qui peuvent attendre. Donc je pense que c'est à travers ça que le gouvernement élabore maintenant, selon les urgences, le plan d'action. Et maintenant, s'attaquer maintenant aux domaines les plus sensibles et ceux qui sont vraiment urgents. Donc ça c'est la première. La deuxième des choses, les élections, comme ils le disent, moi j'ai l'habitude de le dire, je dis, faisons attention. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas organiser des élections au moment où les référendums, nous venons toujours de l'organiser. Et ça a été dit ici que les élections ont été organisées sur tout l'étendue du territoire et que même Kidal en ce moment qui était encore sous le contrôle des mouvements armés et qu'il y a eu des élections. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les élections ne sont pas forcément aussi dues parce que les référendums, quand même, sont plus compliqués que les élections. En 2012, ici, avec Djonguna, quand nous avons l'organisation des élections, mais ce n'est pas sur tout l'étendue du territoire qu'il y a eu des élections. Ils se sont assis,
classe politique, il y a une carte qui a été élaborée, les zones où on pouvait organiser les élections ont été organisées. Et maintenant, il y a eu même un pacte entre ces mouvements-là en ce moment et les autorités actuelles pour qu'on puisse, et c'est là où il y a eu même cette dépendance, je dis que peut-être l'État, comme vous l'avez dit, était en position de faiblesse. Il était dit, qu'après l'élection du président, dans l'accord de Ouaga, après l'élection du président, deux mois après, ces mouvements armés devaient rendre leurs armes et maintenant intégrer la République. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Jamais. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Donc je pense que aujourd'hui, on peut le dire, comme il a dit, c'est vrai, l'élection n'est pas un fait en soi, mais elle est obligation, c'est une obligation. Parce qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, celui sur qui nous nous référons, qui est Poutine, même s'il fait un semblant d'élection, il demande les élections chez lui. Ça, c'est une obligation. Il a même dit, lors de la rencontre cette année, il a dit qu'ils vont travailler pour que ces pays-là puissent retourner dans l'ordre constitutionnel. Donc, ça veut dire que c'est une obligation. Aujourd'hui, on ne peut pas gouverner le pays par la pensée unique. Mais ça, il faut qu'on le dise. Donc, ça veut dire que, j'ai une fois dit encore de plus, le fait de mettre les élections quand même dans ce PAG, ça veut dire que le gouvernement a quand même l'intention d'aller vers ça. Sinon, aujourd'hui, c'est vrai, le pays souffre et il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui, moi, par exemple, mon secteur qui est Banigara aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes que les élections parce que nous cessons la sécurité. Donc, il y a ça. Maintenant, revenons au PAG aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, moi, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que les institutions, là, il faut qu'on repense à reformuler ou à réformer les institutions, en fait. Parce que c'est devenu, quand vous prenez par exemple la présentation du PAG, quand vous comparez à celui de Choguel, vous verrez qu'il y a beaucoup de différences. Parce que c'est comme, c'était un combat d'hommes. Au lieu de penser que nous sommes dans une république et nous sommes en guerre où nous devons vraiment aider le gouvernement ou contrôler l'action gouvernementale, aujourd'hui, le CNT qui aujourd'hui nous représente, nous le disons, le CNT nous représente parce qu'elle prend la place de l'Assemblée nationale. Elle est censée, non? Elle est censée, oui, mais c'est encore différent. Il y a encore une petite ambiguïté. Hein? Oui, c'est fait parce que quand ils disent qu'ils parlent au nom du peuple. Et aujourd'hui, ce sont les représentants, même les lois, ce sont eux qui votent. Et moi, je pense que cette CNT-là doit être quand même garant de contrôler l'action gouvernementale, puisque c'est ça sa mission. Non être le porte-parole ou bien être quoi que ce soit du gouvernement. Moi, c'est là où, parce que quand vous voyez, lors de présentation, quand vous voyez les débats, vous savez que les débats étaient houleux, et là, vous savez que c'est comme s'il y avait des rancunes contre celui qui est venu les présenter, parce que celui-ci, avant d'être Premier ministre, les a beaucoup fatigués en les traitant d'illégal, d'illégitime. Donc, on était tous dans ce combat-là, mais par rapport au Premier ministre qui est passé, vous voyez des fois des questions même des préoccupations même de la population n'a pas été prise en compte. Peut-être certains, par exemple, j'ai vu Magma quand même qui a posé par rapport à cette année de culture, quel est le budget qu'il faut allouer au ministère de la Culture. Il y a l'honorable Assuratan qui a même posé par rapport à la question par rapport aux recrues qui vont se faire, quels seront vraiment les moyens qui seront déployés au niveau dans les régions du Nord pour essayer vraiment de sécuriser le budget, tout ça. Il en a demandé. Mais quand vous prenez aujourd'hui, j'ai fait une digression ici, l'honorable qui a fait des tollés aujourd'hui, au lieu de poser celle qui vient de Bandiagara, le Bandiagara même est en train de raser sur la carte, au lieu de demander comment ces milliers d'enfants aussi, même si elle en a posé, comment la sécurité, comment prendre en charge, se déplacer sur le plateau sanitaire, comment. Mais dire que ceux qui ne pensent pas du même avis que la transition, comment retirer leur nationalité. Comme si vous êtes malien que ceux qui pensent autrement. Alors que le Premier ministre l'a dit, la contribution aujourd'hui des Maliens établis à l'extérieur est plus importante que même l'aide au développement. Mais la nationalité menée, ils vont devenir quoi? En tout cas, je pense qu'on ne va pas s'attarder là-dessus parce que le PM a donné la meilleure des réponses, à mon avis. À mon avis, le PM a donné la meilleure des réponses. Franchement, ça a été clair et net. Vraiment. Docteur Diallo, par rapport à ça, on va finir et on va aller sur notre dernier point quand même qui est assez crucial. Sur le PAG, les fonds, maintenant il va savoir où est-ce qu'on va piocher les fonds. Où est-ce qu'on peut piocher les fonds? Oui, peut-être si le chef du gouvernement a annoncé tous ces points, et je crois que ça fait 1600 milliards, quelque chose comme ça, peut-être qu'il a sa petite idée derrière la tête, quoi. Mais aujourd'hui, le problème du Mali, c'est vraiment la mobilisation des ressources. On sait qu'on est coincé,
Et chaque semaine, pratiquement, l'État fait des sorties sur le marché des titres de l'UEMOA, juste pour faire face aux dépenses de fonctionnement de l'État. Peut-être qu'ils vont faire preuve d'autres ingénieries financières, comme on l'a fait avec les 50 francs. Voilà, avec l'autre chose. Peut-être qu'on va revenir aux souscriptions nationales. Au lieu d'aller sur le marché, on peut revenir aux souscriptions nationales, chercher de l'argent auprès des Maliens eux-mêmes en émettant des titres. On peut faire ça. Mais de l'autre côté aussi, on peut voir du côté de la fiscalité. Parce que j'ose croire qu'on glisse déjà sur le troisième point. Voilà. Sans transition, on y va au troisième point. Notre troisième point, vraiment, qui est assez linéaire par rapport à tout qui est lié à la question, parce que c'est par rapport à de la situation économique actuelle du Mali. Voilà. Moi, elle n'est pas bonne, il faut le dire. Comme on l'a dit, on est en guerre depuis longtemps. Les ressources de l'État sont limitées. Il faut financer la guerre, on sait, parce que ce qu'on ne dit pas, les militaires ne disent pas, une seule roquette que le drone peut tirer, souvent c'est plus d'1 million de francs CFA. Donc c'est des choses qui coûtent très très cher. Donc s'il faut financer ça et financer d'autres volets du développement économique et social, alors que nous n'avons pas notre monnaie, nous n'avons qu'une politique budgétaire, il faut émettre des titres de dette. Et c'est ce que nos pays font depuis longtemps. Moi, j'aimerais insister sur un point, parce qu'avant de venir tout de suite, j'étais en train de dire la situation économique et financière du Mali 2022-2023, du ministère du Plan. Je les lisais, et je lisais les critères de convergence de l'UEMOA. À part un seul critère, tout le reste n'est pas respecté. Si je prends par exemple le critère des recettes fiscales sur les PIB, le Mali est dans les 13-14%, alors qu'on demande un minimum de 30, quelque chose comme ça. Donc, il y a du potentiel de ce côté-là, c'est-à-dire de l'imposition intérieure. Je ne dis pas d'augmenter les taux des impôts existants, voilà, mais il faut chercher à élargir la base fiscale, notamment en mettant en branle l'impôt foncier. On sait que ce n'est pas bien perçu dans notre pays. Il faut rehausser ce taux, les taux de la pression fiscale sur les PIB. Si l'État parvient à le faire en élargissant la base fiscale, ça pourrait lui faire beaucoup de revenus. Et l'année dernière, on a fait aussi une réforme de la fiscalité minière à travers un nouveau code minier qui attribue désormais au Mali les 35%. Bon, moi j'ai dit dans d'autres forums que ce n'était pas ambitieux, parce que les changements de texte de ce genre, les codes miniers, on ne peut pas faire un changement fréquent. C'est assimilé à l'instabilité juridique et institutionnelle. En tout cas, en économie, nous on le dit, tout ce qui concerne le code des impôts, le code fiscal, un État ne peut pas se le permettre de le changer tout le temps. On l'assimile à de l'instabilité juridique et institutionnelle. Maintenant qu'on a eu l'occasion de refaire le code, j'ai toujours dit, il fallait être plus ambitieux, il fallait monter jusqu'à 45% comme ça. 35%, ce n'était pas ambitieux de la part du gouvernement. Et ce sont nos ressources qui sont en jeu. C'est l'or du Mali qui est en jeu. Et l'or qui est exploité depuis plus de 30 ans, selon un code qui a été concocté par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc c'était un code qui est favorable aux multinationales, pas à nos États. Si on a l'occasion de refaire un tel document, mais il faudra le faire sans retenue. Et nous, on l'a fait sans retenue. Maintenant, dans l'immédiat, ce que moi je vois, la situation économique est difficile. Pour relancer l'activité économique, nous, en économie, c'est des théories qui sont établies dans toutes les grandes écoles d'économie. On fait une politique de relance. Et dans la politique de relance, il faudra distribuer du revenu. L'État du Mali ne peut pas distribuer de revenus. C'est-à-dire qu'augmenter les salaires jusqu'à un certain niveau, faire des grands travaux pour qu'il y ait des emplois, pour qu'il y ait des distributions de salaires. L'État du Mali ne peut pas faire ça. On n'a pas d'argent pour le faire. Ou bien il faudra diminuer les impôts pour stimuler les entreprises qui sont là, pour les aider. Voilà, pour relancer les impôts. On ne peut pas aussi diminuer les impôts parce que ça sera une perte de ressources pour l'État. Un État qui se cherche. Donc moi, ce que j'ai vu, quand j'ai lu les critères de convergence et que j'ai vu que nous sommes très loin du minimum du taux de pression fiscale, j'ai dit que c'est au niveau de l'impôt qu'on peut faire des améliorations pour améliorer les recettes de l'État.
Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, il y a beaucoup de dépenses au niveau des administrations qui ne sont pas nécessaires. Il faut les supprimer, réduire le train de vie de l'État. Voilà, il faudra arriver à ça. Et les peu de ressources qu'on a, il faut le gérer dans la transparence. Dans la transparence. Tout à l'heure, on a fait une ingénierie, on est en train de prélever de l'argent sur les gens, sur les communications, les transferts monétaires. Il faudrait qu'il y ait de la transparence. C'est-à-dire que les fonds qu'on est en train de prélever, il faudra faire périodiquement un rapport. Voilà combien on a collecté, voilà comment l'argent a été utilisé. C'est ça qui fonde la confiance des citoyens à accepter d'autres mesures qui vont leur être appliquées. Alors, donc, la situation économique, elle est difficile, elle est inhérente à la situation interne, à la guerre contre le terrorisme, elle est inhérente à la situation de l'économie internationale, qui est très à mal depuis 1920 avec le Covid-19. Ensuite est venue se greffer la guerre Russie-Ukraine. Donc, la situation internationale, elle est précaire. Et nous subissons les coûts de ça. Donc, c'est que... Avant de vous revenir avec mes questions, Moussa, par rapport à la situation économique du pays, bon, c'est déjà un petit peu la réponse. Vous savez, quand un docteur en économie parle, il est difficile pour nous de parler, mais en un mot, moi, ce que je retiens de ce qu'il a dit, aujourd'hui, ce qui manque à nos pays, c'est le mot transparence. Dans tout ce que nous faisons, il n'y a jamais eu de transparence. C'est ça le problème. Et quand vous voyez même les prévisions qu'il dit, aujourd'hui que les Maliens ont fait beaucoup de bruit, pourquoi? Parce que les Maliens savent que dans tout ce que nous entreprenons, il n'y a pas de transparence. Déjà, les gens, ça fait déjà plus de 2 ou 3 mois déjà, nous sommes dans tout ce que nous faisons, il faut la transparence. Et aujourd'hui, si le Mali souffre, c'est dans cette position de transparence-là. Il vient de le dire. Les prélèvements qu'on fait jusqu'à présent, rien n'a été dit. Comment a été prélevé? Ces dépenses-là, comme ils le font. Mais quand vous prenez tout de suite, on dit qu'on peut... Combien a été prélevé déjà? Oui. Combien a été dépensé? Dans quoi et quoi ces fonds-là ont été dépensés? Bon, quand vous prenez, on dit que la comparaison n'est pas égale. Quand vous prenez même en termes de classement dans la sous-région, avant, le Mali était quand même dans l'avant-dernière position, le Burkina qui venait après le Mali. Mais aujourd'hui, quand vous comparez presque le Burkina nous a dépassé. Avant-dernière position dans quoi? Non, dans le classement, en fait, des pays, comment dire, les pays les plus pauvres, là. Non. Dans le classement de 2020, 2019-2020, je pensais que c'était le Burkina venait après le Mali. Non. C'est pas pour le couper, en fait. Oui, si vous prenez le classement des pays de l'UEMOA, bon, c'est vrai que l'année dernière, le classement a un peu changé. Le Mali était toujours en 3e position, après la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je parle des pays. Non, je parle des pays les plus pauvreté, j'ai dit. Voilà, sur l'indice, j'ai dit. Non, même là, le Mali n'était pas derrière ou bien avant derrière. Non, j'ai pas dit derrière. J'ai dit le Burkina venait, voilà, le Burkina venait après le Mali. Voilà. 8e place par rapport. J'ai dit le Burkina suivait le Mali. Voilà. Le Mali venait après le Burkina. Mais quand vous prenez même sur la situation économique, on voulait dire, aucun pays. Non, le Mali venait pas après le Burkina. Non, j'ai dit le Burkina, le Burkina suivait le Mali, j'ai dit. Après le Mali, j'ai dit. Mais j'ai dit maintenant, quand vous prenez même tout de suite, j'ai dit comparaison n'est pas même par rapport à ce que vous venez de réduire les dépenses. Aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui au Burkina aujourd'hui, qui vit une transition comme nous aussi, quand vous voyez l'avenir de la transition du Burkina, qu'est-ce qu'ils ont fait, même par rapport aux taxes? Ils ont d'abord sensibilisé, voir sur les produits sur lesquels ils pouvaient taxer, pour d'abord soutenir les efforts de guerre, équiper les forces de défense et les VDP. Après, le président a jugé nécessaire, si tu demandes aux populations aujourd'hui de cotiser, il faut que le premier responsable montre l'exemple. Aujourd'hui, c'est vrai que peut-être le président a ses avantages, mais il prend le salaire de son capitaine jusqu'à présent. Quand vous prenez les membres du gouvernement aujourd'hui, on relève plus de 1% sur le salaire de tous les membres des fonctionnaires et du gouvernement, des fonctionnaires. Quand vous prenez ceux des impôts, des douanes, des domaines qui sont là, c'est 25%. Vous prenez aujourd'hui l'ALT qui est équivalent au CNT aujourd'hui. Ils ont combien? Ils n'ont pas de salaire, mais ils ont seulement que des primes de cession. Voilà. Et là, la contribution, elle est claire par an, ce qui est contribué. On dit, voilà ce que nous avons prévu. Nous avons besoin de
c'était 17 milliards à peu près, 16 milliards qu'ils avaient besoin. En 2024, c'est 175 milliards comme ça. Hein. Non, j'ai dit que c'était à peu près 17 milliards. Le début, c'était 17 milliards qu'ils avaient besoin. 16 milliards, ils ont eu 17 milliards. Maintenant, comme vous l'avez dit, plus de 175 milliards. Pourquoi? Parce que les gens ont su... Voilà, parce que la transparence... Voilà, ils font une présentation. Et puis, c'est visible sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous prenez sur le développement agricole, aujourd'hui, le Burkina est en train de s'améliorer sur le plan agricole aujourd'hui. Quand vous prenez sur l'ananas aujourd'hui, le Burkina cultive l'ananas. Le blé, le Burkina a commencé à cultiver. Quand vous prenez même sur les céréales aujourd'hui, ils en ont fait une avancée. Mais en même temps, ils sont en guerre parce qu'il y a une transparence. Et le premier responsable a montré la voie. Mais ici aujourd'hui, où on dit aujourd'hui la situation économique, elle est chaotique. Mais quand vous prenez le budget des ministères aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a des choses, aujourd'hui, c'est même pas nécessaire. Du thé, du sucre, du lait, ça c'est même pas nécessaire. On peut les supprimer. Les salaires, on peut revoir à la baisse. Même les véhicules aujourd'hui. Non, si j'ai dit les trucs, si j'ai dit les salaires, c'est-à-dire les salaires des ministres aujourd'hui. On peut revoir comment, et le CNT aussi, voir comment toutes ces institutions-là, quand vous prenez les véhicules même que nous avons aujourd'hui, le carburant et trucs là, mais c'est coûteux pour un pays qui est en guerre. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays qui est en guerre, même si on salue encore la bonne part du président qui donne c'est 1/3 quand même aux actions sociales, les 2/3 aux actions sociales aujourd'hui, mais dans un pays qui est en guerre, 150 millions, mais c'est trop. Maintenant, même s'il les donne dans les œuvres sociales, comme nous l'avons dit, mais je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit avoir d'abord, comme vous l'avez dit, repenser vraiment l'économie, savoir que l'économie est en difficulté aujourd'hui, par manque d'électricité aujourd'hui. Plusieurs emplois sont en perte. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Les investissements, les investisseurs se font rares. Même ceux même qui sont aujourd'hui sont en train d'investir dans les pays voisins, comme nous l'avons dit, parce que la situation économique, elle est difficile. Au moment où la dette intérieure même, on n'arrive même pas aujourd'hui à l'éponger. Donc, ça veut dire, nous sommes dans une situation très difficile. Maintenant, comme vous le dites maintenant, prélever les impôts. Maintenant, sur quelle entreprise, au moment où les entreprises sont en train de mourir. Maintenant, il fallait avoir un plan d'action aussi, comment soutenir ces entreprises-là, pour qu'elles ne puissent pas tomber. Mais là aussi, le gouvernement est en difficulté, comme vous l'avez dit. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, nous pouvons compter sur nos propres forces parce que là, nous avons pris un chemin de souverainistes, comme on avait dit, on veut être souverain dans tout. Donc, quand on veut être souverain dans tout, et là c'est là où je vous rejoins peut-être les économistes, là, il faut repenser maintenant à créer notre propre monnaie. Parce qu'on ne peut pas être demandé d'être souverain et être rattaché à la monnaie de quelqu'un. Donc, c'est là où ces trois pays-là, je pense qu'aujourd'hui, même s'ils ont décidé de créer une banque de développement aujourd'hui pour ces trois pays-là, ils doivent penser ces trois pays-là. Vu les ressources que nous avons, je pense que vous êtes économiste, peut-être ces ressources-là peuvent nous permettre aujourd'hui, le Burkina, le Mali et le Niger, avec les ressources, l'or, le coton que nous avons, comme le Burkina a l'or et le coton, l'uranium au Niger, je pense que ces pays-là peuvent vraiment réunir ces ressources-là pour que nous puissions avoir une monnaie commune qui est vraiment le gage de cette développement. Sinon, étant sur les francs CFA avec tous ces défilés que nous avons là, je ne pense pas que nous allons nous en sortir. Merci beaucoup. Je reviens à vous, Dr Diallo, avec mes questions. Aujourd'hui, c'est ça, on voulait avoir une idée de la situation économique malienne. On sait qu'elle n'est pas très reluisante. Elle est très difficile. Elle est très difficile. Il y a les causes internes et puis les causes externes. Vous avez avancé tout de suite quelques solutions qui peut possible avoir. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. Comment ces solutions peuvent être possibles dans la mesure où on a un déficit, surtout en énergie, et l'économie est carrément très bas? Mais moi, je pense que la situation énergétique est en train de s'améliorer. Depuis les mois de carême jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai constaté une amélioration dans la desserte de l'électricité. C'est une réalité. On sait que quand on était au plus bas, c'est le secteur informel. Docteur Diallo, le DG de l'EDM nous avait dit 19 heures d'électricité. Jusque-là, les Maliens sont à 6 et 12 heures. Non, mais ça s'est quand même amélioré. Oui, ça s'est amélioré, l'amélioration, même si elle est de 2 heures, c'est de l'amélioration. Non, c'est pas 2 heures. Mais je veux dire... 19 heures. Voilà, ça s'est amélioré. Non, on n'a pas les 19 heures promis. Voilà. On n'a quand même pas les 19 heures promis. Voilà. Non, on n'a pas la D7 24 heures sur 24. Non, mais je pense que même les 19 heures, ils sont redescendus à Padima. Voilà, ça s'est amélioré, pour être honnête. Voilà, ça s'est beaucoup amélioré depuis les mois de carême. Mais docteur, ça doit vous couper 100 francs, 50 francs, ça doit s'améliorer quand même. Bon, il faut moi, je ne sais pas si c'est dû aux 100 francs, il faut attendre le rapport
pour savoir si c'est encore des 100 francs. Mais quand même, ça c'est une réalité. Ça s'est amélioré parce qu'on sait quand c'était au plus mal, seulement l'année dernière, c'est le secteur informel qui était à terre. Alors que nous, on le dit toujours en économie. Qui est toujours à terre. Non, ça s'est relevé un peu parce que le secteur informel, nous on le dit, ça constitue le soupape social de l'économie. Oui. C'est-à-dire que les petits métiers, les vendeurs de... C'est ce qui a permis de Mali de ne pas chuter lors de l'embargo. Voilà, les vendeurs de Djinibéré, tout ça, les soudeurs, voilà, tous ces beaux mondes-là qui ne travaillent pas pour l'État, qui travaillent pour eux-mêmes, pour se nourrir, ils travaillent avec l'électricité. Et sans électricité, ça va être difficile. Mais ça s'est amélioré par rapport à la mise en œuvre concrète, comme je le disais tout à l'heure, il faut chercher à élargir la base fiscale. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut augmenter l'impôt qui est déjà appliqué aux sociétés, aux personnes, pas ça. Mais il y a beaucoup de niches chez nous qui échappent à la fiscalité. Exactement. Voilà, qui peuvent être des sources de revenus pour l'État et qui ne le sont pas. Par exemple, une niche, vous me une niche, quand vous prenez l'impôt foncier, par exemple, tout l'ACI là, c'est des bâtiments commerciaux, et usages commerciaux. Est-ce que tous ceux-là payent l'impôt? Dans les quartiers, là, vous avez trouvé des maisons carrément habitées par des locataires, c'est des revenus pour les propriétaires. Est-ce qu'ils payent l'impôt? Voilà. Donc, ce sont ces choses-là qu'il faut voir pour essayer de rehausser les niveaux de la pression fiscale. Sinon, je ne vois pas où est-ce que l'État peut trouver de l'État. On va continuer à s'endetter. Si vous prenez la dette... Aujourd'hui, la dette, on en est où? Pour savoir notre situation économique, c'est important aussi de savoir où est-ce qu'on en est avec la dette. Est-ce que le Mali réellement se ressort avec toute cette dette? Non, les taux on n'a même pas atteint les ratios de l'UEMOA qui dit qu'il faut une dette publique sur PIB inférieure ou égale à 70%. On n'est pas là, on est dans les 55% du PIB. Donc, on n'a même pas atteint ça. Donc, le pays n'est pas à un niveau de surendettement. Mais en économie, nous avons peur de la mauvaise dette. Même si le pays n'a pas atteint le CI indiqué dans les critères, la mauvaise dette, c'est quoi? C'est s'endetter à des taux élevés, c'est-à-dire en émettant des titres sur le marché de l'UEMOA, s'endetter à des taux élevés pour financer les charges récurrentes de l'État. Ouais. Voilà, c'est ça la mauvaise dette. On peut s'endetter pour mettre dans des projets d'investissement. Mais s'endetter pour payer les fonctionnaires, mettre dans les budgets, dans le futur, ça va poser des problèmes. Maintenant, il a dit, un volet que je dis, tant que nous ne créons pas notre monnaie pour avoir un peu de marge pour l'État. Parce que la création monétaire, c'est un volet entre les mains des États qui ont leur monnaie, souvent pour financer des difficultés de trésorerie. Nous n'avons pas ça. Nous avons une banque centrale communautaire. C'est-à-dire plusieurs pays. C'est la même chose que la France, l'euro. Ils ont une banque centrale communautaire. Donc, les banques centrales communautaires se soucient d'abord de la lutte contre l'inflation. Donc, elles mènent une politique d'austérité qui est de protéger les billets, les pièces qu'elles émettent en luttant contre l'inflation. Et ce n'est que le soutien à l'économie qui vient secondairement. Vous ne verrez aucune banque centrale communautaire soutenir l'activité. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Donc, on va rester dans ce piège comme ça. Un gouvernement va venir, il va avoir un peu de temps de répit, mais ça ne va pas, c'est tout le temps les revendications des syndicats, il faut augmenter les salaires. Il n'y a pas d'argent pour augmenter dans ce système. Et quelques années, on va sortir aussi pour le renverser, un autre vient. Il y aura un peu de temps de répit, après on va sortir. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on est dans ça. On ne s'en sortira pas. Moi, je l'ai toujours dit, il faut quitter le système de franc CFA. Donc, d'après votre analyse et les propos que vous avancez, jusque-là, on n'est pas en train d'entreprendre une bonne sortie de cette crise économique. Hein. Non, on n'est pas. On est en train de faire une gestion par à-coup, c'est-à-dire, comment je ne sais pas comment les traduire,
C'est-à-dire que les problèmes, on les prend tels qu'ils se présentent. Voilà. Donc, il n'y a pas de stratégie, de vision pour l'avenir. Pour l'avenir, pour anticiper. Voilà. Il n'y a pas de vision, en tout cas par rapport aux problèmes économiques propres. Si nous avions notre monnaie, et on sait que la politique monétaire est un pan essentiel de la politique économique, on pouvait avoir une politique économique basée sur notre monnaie, mettre en place des stratégies pour essayer de s'en sortir. Maintenant, on ne peut que s'endetter. Et c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, ce n'est pas propre au Mali seul. Tous les pays de l'UEMOA sont dans ce cas. Et il n'y a pas 6 mois, 7 mois, la Côte d'Ivoire et les Bénin, ils sont même sortis du cadre de notre zone monétaire, du marché des titres de l'UEMOA. Ils sont allés vers des zéro-bonds. C'est-à-dire qu'ils ont émis des obligations sur le marché international, des dettes libellées en devises étrangères, qu'il faudra payer en devises étrangères. Mais nous, quand même, notre chance est que notre endettement se fait en monnaie locale, parce qu'on s'endette en CFA sur le marché des titres de l'UEMOA. Donc, dans ça, il n'y a pas de problème à mobiliser des devises pour rembourser la dette. C'est encore bon par rapport aux pays qui sortent sur les eurobonds, comme le Bénin l'a fait, et la Côte d'Ivoire est aussi en train de le faire. Je ne prédis pas un avenir très radieux pour ces pays. En tout cas, les régimes qui vont venir après, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Mais dans un premier temps, ce que moi je préconise à l'État du Mali, c'est pour avoir plus de financement, pour financer les différents défis qui se posent à nous, ces défis qui sont notamment la construction des écoles que j'ai vues et des lycées. Oui, cela est déjà en cours, ça se fait. Oui. Ils le font sur le budget, hein. On le fait sur les 5 dernières années, on en avait vu beaucoup. Hein. Non, ça se fait. Moi, je suis à la faculté. L'année dernière, maintenant, on est en train de faire 2 amphithéâtres, des facultés qui ont été inaugurées en 2004 sous ATT. Des ATT, maintenant, il n'y a pas une seule classe. On est en train de faire 2 amphis de 800, de 500 places. On n'en a jamais, c'est quand même du progrès. Donc, c'est en train de se faire. Même la faculté voisine qui est à côté de nous, on est en train de faire un bâtiment de salle de classe de 200 places comme ça. C'est impressionnant. Donc, ça se fait, mais c'est timide. Comme on l'a dit, la priorité, c'est à tous les niveaux. C'est à l'éducation, à la santé, à la sécurité. Pour un État qui a des ressources limitées, c'est comme si Sanjugoro Washido, quoi. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une dernière question. Peut-être que Moussa a une question à vous poser. C'est concernant notre production minière. Ouais. On en parle. Le Mali produit leur. On est en crise, même en tension avec certains qui étaient sur le territoire malien, que je ne vais pas donner l'occasion de faire de la pub, même peut-être ici, il s'agit de Barrick. Ouais. Voilà. L'or du Mali aujourd'hui, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas un levier qui concrètement doit pouvoir nous alléger toute cette dette déjà d'ailleurs? C'est formidable. D'ailleurs, c'est dans la stratégie de mettre la main sur ces ressources que l'État a révisé le code minier. Même si je trouve que la révision n'est pas ambitieuse. Je l'ai dit en d'autres sens, elle n'est pas ambitieuse. Parce que des textes comme ça, on n'a pas l'occasion de revenir là-dessus tout le temps. Et si vous avez l'occasion de les revoir, il faut y aller à fond. Il fallait monter jusqu'à 45, sinon voire exiger 50-50 avec les multinationales. Donc déjà, il y a un petit pas. Et par rapport à l'or, ce que vous devez savoir, l'or est mieux payé que le pétrole. Le prix du pétrole est en train de chuter pendant que le prix de l'or augmente. Parce que chaque fois qu'il y a des incertitudes sur la scène internationale, l'or est une valeur refuge. Les États investissent dans l'or plutôt qu'ils investissent dans l'activité économique. C'est pour cela que le prix du pétrole va baisser. Maintenant, toutes les banques centrales, avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, les politiques de taxes, tout ça là, il n'y a pas de lisibilité sur l'avenir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays investissent massivement aujourd'hui les banques centrales dans l'or. Aujourd'hui, l'once d'or atteint les $3 500. C'est extraordinaire. La production du Mali a baissé de l'année dernière à cette année, mais pour autant, les recettes d'or n'ont pas baissé, parce que le volume a baissé, mais la valeur a augmenté. Quand même, la baisse de volume, c'est une perte. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a un contentieux fiscal avec une mine majeure qui est Barrick Gold. C'est un contentieux qui date depuis l'année dernière.
à un moment donné, on a cru qu'il y avait un accord et que Barrick avait même concédé et à verser certains impôts à l'État. Mais on a vu que récemment, l'État a demandé à mettre en place une administration provisoire parce que depuis janvier, la mine est arrêtée. Et ça va impacter considérablement la production d'or. C'est l'or qui soutient. C'est le premier produit d'exportation aujourd'hui du Mali. C'est l'or qui... Et puis de très loin devant le coton. Mais c'est de très loin devant le coton. C'est le premier produit d'exportation. Et c'est l'or qui permet de maintenir aujourd'hui l'État du Mali en vie. Maintenant, comme on a créé une société nationale de recherche minière, nous suggérons plutôt si des ressources comme ça existent dans un pays, il faudra en prendre le contrôle. Comment ça se fait? Ou bien l'État va chercher à avoir ses propres mines, investir dans ses propres mines, avoir de l'or, les stocker au niveau d'une banque centrale ou bien d'une banque. Parce que si vous avez de l'or, vous avez des devises. Voilà. Aucun pays, il suffit de se présenter sur le marché international pour avoir du dollar, le yen, le franc suisse, tout ça. Ou bien, vous pouvez même faire des achats directs avec l'or. Aucune banque centrale ne le refuse. Donc, il faudra avoir nos propres mines. La société qu'on a créée, à laquelle on a accordé même des titres, des permis, notamment à Gao, la mine d'Intara, le permis a été attribué à la société nationale. On a créé une société nationale quand l'autre ministre était là-bas, c'est où la mine Traoré, quand il était aux mines. Il faudra avoir des ressources pour toi. Ou bien être majoritaire dans les sociétés qui exploitent ces ressources-là. Tout à fait. Voilà, vous avez vu tous ces pays-là. Pourquoi les Gabon, les Congo, ils ont le pétrole, ça fait 40 ans, ils ne parviennent pas à se développer. Au Gabon, il n'y a rien. Pour un pays qui ne valait pas 2 millions d'habitants, il y a 40 ans, qui produisait il n'y a rien. C'est les mêmes conditions que nous avons exploité notre or dans les 30 ans. Cécile a exploité leur pétrole dans les mêmes conditions. Les États étaient ultra minoritaires. Parce que les codes pétroliers qui ont été faits au début des années 82, quand nos pays étaient en difficulté et quand nos pays sont entrés en programme d'ajustement avec les fonds monétaires. C'est en ce moment qu'on est sorti avec ces codes-là. Et on a pris qui ne sont pas en faveur. Donc il faut prendre possession, soit créer des ressources, des sociétés nationales, ou bien avoir une participation majoritaire dans ces mines-là. Sinon, on va voir l'or passer, mais il ne brillera pas pour les Maliens. D'accord. Il ne brillera pas. Parce que les sociétés qui viennent l'exploiter là, c'est pour eux qui vont vendre sur le marché international. C'est des impôts qu'ils payent au Mali. Et puis des dividendes pour des participations minoritaires de 10%. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Moussa, peut-être une question. Ce que le docteur vient de dire, c'est vrai que les pays, les devises, nous savons évidemment, c'est sur de l'or, sur les trucs. Mais là aussi, nous venons encore d'ouvrir notre mine, qui est la mine de Gwanda, qui est le lithium, parce qu'il y a une deuxième qui a été découverte. Maintenant, vous avez un peu développé, il faut que l'État... Maintenant, pourquoi l'État ne se donne pas les moyens pour être au moins majoritaire dans ce... Et puis, même par rapport à la raffinerie aussi d'or, parce que nous voyons généralement les exploitations là sur fond, on parle de la raffinerie se fait dans un autre pays, ce sont eux qui déclarent la quantité qui a été découverte. Oui. Bon, où la raffinerie se passe, si toi tu n'es pas présent, oui. Et moi je viens d'avoir 5 tonnes d'or, si je te dis que j'ai eu seulement que 3 ou 2 tonnes, c'est compliqué. Pourquoi l'État ne force pas à ces multinationales-là vraiment de construire des usines, des raffineries sur place pour que vraiment aussi le pays puisse bénéficier, même par rapport au lithium. Moi je pensais qu'ils allaient quand même rappeler les partenaires là à construire des usines qui pourront nous permettre de fabriquer des batteries. Parce que si nous avons des usines aujourd'hui qui fabriquent des batteries, des trucs, là même la question énergétique là aussi, ça va diminuer. Parce qu'on que Fadima paye une batterie lithium de 1,1 million si on la fabrique au Mali. Là peut-être on pourra l'avoir à 300 000. Donc ça va même permettre aussi, au réseau électrique aussi de pourquoi ne pas voir ces ambitions-là, c'est-à-dire appeler ces partenaires-là à créer des usines de transformation sur le sol, sur place. Voilà, tout ça, ça dépend du cahier de charges qu'on met en place au moment de la signature de ces conventions.
Mais vous avez posé une question et vous dites pourquoi on ne rose pas. Parce que quand on participe à un capital, c'est des investissements lourds, ça demande beaucoup d'argent. Nous, nos États n'ont pas assez d'argent. D'ailleurs, même les 10-20% dont l'État détient dans ces mines, c'est offert à titre gracié et onéré. On n'a pas payé. Voilà. Maintenant, si vous voulez aller au-delà, il faudra payer. Et il faut se donner des moyens. On paie. Si c'est une ressource comme l'or, on sait que c'est rentable, ou bien le lithium, on peut lever des fonds, on peut s'endetter pour participer, pour avoir une participation significative dans les capitales. Vous l'avez dit tantôt, les lithium, à un moment donné, on avait dit que peut-être qu'il allait avoir une première transformation, mais la semaine dernière, on a vu des camions chargés de minerais se diriger vers le port d'Abidjan. Voilà. Donc, c'est un peu regrettable. Ils viendront prendre la terre brute comme ça, ils l'amènent. Si on pouvait contraindre ces sociétés, tout ça, c'est une question de texte. Hein? Voilà. C'est une question de texte. Il faut prendre les textes nécessaires et puis les imposer. Les sociétés qui seront disposées à satisfaire aux exigences de ces textes-là viendront investir. Voilà. C'est juste une question de texte. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, docteur Diallo. Voilà, Moussa Diallo, docteur en économie, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion. Docteur, merci beaucoup de votre intervention sur ce plateau. Je vous remercie, Fadima. Je serai toujours disponible. Comme je le disais tantôt, c'est mon 3e passage. Mais je serais plutôt ravi de passer sur des questions monétaires, sur la création de la monnaie de l'AIS, tout ça. C'est bien compris. Voilà. Donc, c'est un peu mon domaine de confort. Voilà, nous sommes en train de lutter pour ça il y a près d'une vingtaine d'années pour que nous quittions le système du franc CFA. Et je pense pouvoir beaucoup contribuer dans ce domaine-là. Inch'Allah. Voilà. Moussa, merci beaucoup. On se dit sûrement à la prochaine. Merci beaucoup. Et comme je te l'avais dit, il y a 2 Moussa sur le plateau. Et avoir 2 Moussa sur le plateau, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc, je te salue encore. Et c'était un plaisir encore de passer. Comme je serai toujours disponible, chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai là. Et je fais un clin d'œil aux réalisateurs qui sont là. Et grâce à eux que nous sommes vus, entendus. Et surtout vous aussi l'effort, parce que faire des émissions, nous savons, c'est pas facile. Ouais. C'est que vous avez des invités, il faut s'assurer qu'ils seront là, ils seront à l'heure, tout ça. Le stress est énorme jusqu'à ce que l'émission soit réussie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussa Diallo, docteur Moussa Diallo, Moussa Tembeni, voilà, journaliste chroniqueur à Djoliba TV News. Téléspectateurs de Mandé TV, vous avez compris, c'est la fin de cet entretien brut d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous regarder. On salue la régie qui a assuré cet enregistrement. On vous dit de rester connectés sur les ondes de Mandé TV. Allez-y également sur la page ou les pages Facebook de Mandé TV. Reflet du Mali, on se dit à la prochaine.